si une munition guidée se rapproche de vous, mais que vous avez brouillé tout le secteur, et bien tout d'un coup, elle va être moins précise. La guerre de la navigation, ça impacte aussi le narratif, de la guerre en général et on a eu, l'exemple, cette semaine en particulier avec, le malheureux bombardement de cette, école de filles en Iran. Mais le premier tout de même, vol puis atterrissage autonome d'une fusée en Europe. Et mention spéciale, ils y ont attaché une tranche de gruyère, ce qui est absolument magnifique. Bonjour et bienvenue dans Orbit Watch, le podcast pour les passionnés d'espace qui s'intéressent aux opérations militaires en orbite. Ce podcast est produit par Helveti Space avec l'appui du Centre de compétences espace de l'armée suisse. Je suis Jonathan Magnin, ingénieur en électronique spatiale et commandant dans la compagnie QG Espace. J'ai le plaisir d'explorer avec vous les rixes entre forces armées dans l'espace dont on n'entend jamais parler, mais qui pourtant prennent place tous les jours au-dessus de nos têtes. Bienvenue dans l'épisode 7 d'Orbit Watch, naturellement avec Eric Botlender, ingénieur et expert du spatial européen. Bonjour Eric. Bonjour Jonathan et bonjour à tous. À l'agenda aujourd'hui, on va voir des news bien suisses. On va parler de la constellation des 1000 voiles, une constellation chinoise qui poursuit le lancement de ses satellites. Et le thème de la semaine, on va parler un petit peu de la guerre de la navigation, qui est un sujet relativement en vogue en ce moment. Alors, sans plus attendre, on commence par les brèves. Première brève, une petite update sur Luch Olympe. Dans l'épisode 4, nous avons parlé de la fragmentation du satellite inspecteur russe Luch Olympe. Je vous invite à écouter cet épisode qui était extrêmement intéressant. Il s'est fragmenté en orbite cimetière, c'est-à-dire au-dessus de l'orbite géostationnaire. Les satellites états-uniens LDPE 1 et 3A sont à des altitudes qui permettent d'observer Luch Olympe. Ces LDPE, ce sont des satellites expérimentaux qui sont capables de déployer eux-mêmes 6 plus petits satellites, afin notamment de rapidement tester des nouvelles technologies au profit de l'US Air Force et de l'US Space Force. Il s'avère que LDPE-3A est passé à 207 km du satellite russe le 24 février 2026 et que LDPE-1 est resté à moins de 400 km de Luch Olympe du 2 au 3 mars 2026 et s'en est même parfois rapproché à 150 km. Des approches qui suggèrent donc que les États-Unis ont observé le satellite fragmenté. On passe à la prochaine brève. Eric. Oui, on va parler de GovSatcom qui est arrivé à Chypre. Quoi, vous n'utilisez pas GovSatcom? Eh bien, nous non plus. Alors, GovSatcom, c'est un service qui a été, initié en 2018 par l'Union européenne et en réalité, c'est le troisième grand pilier, du spatial européen après l'observation de la Terre, donc le programme Copernicus et la géolocalisation avec le programme Galileo. Alors, c'est un programme qui sert à quoi? C'est le précurseur du grand projet IRIS². IRIS², c'est un rassemblement de capacités de satellites de communication sécurisés, qui ont été, mobilisés de la part de 5 États européens et chacun de ces États met à disposition une partie de ces capacités de satellites sécurisés. Donc par exemple, les grands satellites, de communication de la France, pour garantir la sécurité le long, des frontières sud de l'Union européenne. Alors, c'est officiellement en place depuis début 2026, donc c'est tout nouveau, c'est tout chaud et Chypre est devenu le premier État à l'utiliser, en particulier dans le cadre, du conflit avec, l'Iran et de la situation qui s'envenime, jusqu'à la Méditerranée. Donc ça, c'est un bel exemple, en tout cas de mutualisation de moyens souverains, puisque c'est un moyen unique à l'Union européenne qui ne fait pas appel aux moyens américains ni d'autres continents. Merci Eric. On est passé de l'orbite géostationnaire à l'Europe, puis on passe maintenant à la Suisse avec PaveSpace qui achète l'ancienne centrale thermique de Chavalon. Alors, PaveSpace, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une start-up qui est issue du Gruyère Space Programme. Et ça, j'espère quand même que vous connaissez. Et si vous pensez qu'on rigole, non, ce n'est pas une blague.
Le Gruyère Space Programme ont entre autres fait le premier, et j'insiste sur le terme «petit» parce qu'il faut garder évidemment les proportions, mais le premier tout de même vol puis atterrissage autonome d'une fusée en Europe, et mention spéciale, ils y ont attaché une tranche de gruyère, ce qui est absolument magnifique. Le but de la start-up PaveSpace, c'est de la motorisation donc spatiale pour le déploiement sur demande avec un kickstage qui serait un genre de taxi orbital pour insérer les clients dans des orbites précises. Pave a donc acheté l'usine de Chavalon pour tester ses moteurs. Alors, qu'est-ce que cette usine? Eh bien, c'est cette vieille usine, vous savez, quand vous allez skier en Valais pendant les vacances et que vous passez le lac de Genève pour entrer dans le Valais depuis le canton de Vaud, vous apercevez cette vieille centrale, cette vieille usine sur le flanc de la montagne en hauteur, qui était une ancienne centrale thermique qui est à l'abandon depuis 1999. Eh bien, maintenant, dès que vous la verrez, vous saurez qu'on y teste des moteurs de fusée slash satellite made in Switzerland. On passe maintenant à l'autre bout du monde avec la Chine. La Chine, dont la constellation des mille voines, Tianfan, poursuit ses lancements avec un grand taux de perte malheureusement. Donc, c'est un projet de méga constellation en orbite basse lancé en 2024. Ils avaient pour objectif de lancer 648 satellites d'ici 2025 et jusqu'à environ 15 000 pour que la constellation soit au complète d'ici 2030. Ce n'est pas du tout encore le cas. Un dernier lancement récent a effectué sa mise à poste et il y a eu 18 de perte de satellites. En sachant que l'orbite opérationnelle visée est aux alentours des 1000 km d'altitude, les satellites qui ne sont pas opérationnels, donc perdus et dont le retour dans l'atmosphère ne peut pas se faire par la propulsion, vont mettre des siècles à retomber, hein. Contrairement, par exemple, aux satellites Starlink qui se mettent à un peu plus de 400 km d'altitude et qui retombent en quelques semaines. Cette constellation, hein, c'est donc évidemment la réponse, stratégique chinoise à Starlink, et puis ils ont déjà néanmoins quelques clients, mais ils ont quand même beaucoup de problèmes au niveau des lancements et au niveau de la mise à poste de ces satellites. Qu'est-ce que tu en penses, Eric? Oui, tu as tout à fait raison, Jonathan. C'est une des 2 grandes réponses à Starlink et à Kuiper. Donc il y a la constellation Qianfan qui est initiée par, le gouvernement de Shanghai et celle de Guowan qui est vraiment, tenue par l'État central. Alors, le fait que certains n'atteignent pas l'orbite opérationnelle lors des tout premiers lancements, eh ben, on peut s'y attendre parce que toujours quand on envoie une constellation, en particulier pour de la connectivité avec énormément de satellites qui sont fabriqués dans des endroits différents, dans des usines différentes, on peut avoir des soucis de fiabilité. Malgré tout, bah, les premiers lancements, ils datent quand même de 2024 et ça s'est poursuivi en 2025. Donc, le fait qu'il y ait autant de taux de perte, c'est quand même un gros problème. Donc ça indique, avec ces pannes de propulsion électrique, ces défaillances de contrôle d'attitude en particulier, et ben, ça montre que, la technologie, elle est pas encore totalement maîtrisée, en particulier peut-être pour, la production à la chaîne et puis, bah, ça vient s'additionner aux problèmes de lanceurs qui sont un petit peu traditionnels avec le spatial chinois. Parce que, ben, SpaceX avec Starlink et Amazon dans une autre mesure, disposent de beaucoup de lanceurs qui sont disponibles, en particulier avec les Falcon 9 qui sont réutilisables. Ben, pour la Chine, il y a pas encore les lanceurs réutilisables, donc ils essayent de s'y mettre, mais c'est pas encore gagné et envoyer, donc là, c'est le nouvel objectif de 2026, envoyer 324 satellites en orbite cette année, ça va être très problématique. Donc à la fois pour le côté production avec la fiabilité, mais aussi pour le côté lancement avec ce fameux manque de fusées. Donc il y a toute la famille des longues marches, 6A, 7, 8A réutilisables, les fusées de chez Landspace et cetera, qui vont toutes être mobilisées pour les 2 constellations chinoises. Ah donc en effet, même si la fragmentation d'un Starlink dont on a parlé dans l'épisode 1 pouvait faire peur, il faut quand même reconnaître en termes relatifs la diligence de Starlink au niveau de la gestion des débris potentiels et des risques. On passe à notre dernière brève, une station au sol de SES qui a été frappée en Israël. Donc SES, c'est un géant des communications par satellite luxembourgeois. Donc le Luxembourg, c'est un pays où il y a énormément de compagnies qui font du SATCOM en orbite géostationnaire. Donc c'est vraiment le hub, on pourrait dire.
Et donc le 9 mars, des missiles du Hezbollah ont frappé une station au sol de ce réseau de télécommunications par satellite de SES. Donc un réseau qui permet non seulement de diffuser de la télévision, mais aussi de faire de la connectivité, y compris pour les gouvernements, hein, d'où évidemment l'intérêt que ça puisse être une cible. SES a néanmoins annoncé qu'ils ont des systèmes redondants et que leur service se porte bien. Mais évidemment, ça pose l'intérêt du risque pour les entités privées quand il y a des conflits. Oui, tu as tout à fait raison. Alors on va immédiatement, je pense, relativiser un petit peu cette news parce qu'il se passe des choses beaucoup plus importantes, que ce soit en Israël, au Liban, en Iran en ce moment et dans tous les pays qui sont autour du Golfe. Malgré tout, tout ça, ça nous montre que, ce site, qui a été visé et ben, ça impacte aussi les opérateurs privés. Alors, le site appartenait au gouvernement israélien jusqu'en 2008, il a été privatisé ensuite mais ça montre que, ben, avoir de grandes antennes, ce sont des outils qui sont très chers, ce sont des outils qui valent des millions, et bien, ça fait des cibles qui sont, à la fois, très vulnérables, pour des frappes et aussi, qui sont intéressantes parce qu'on peut tout de suite les relier aux services des gouvernements, locaux. Donc, c'est, aussi un élément de communication. Merci Eric, et on va passer maintenant au thème de la semaine. Avant de poursuivre cet épisode, je souhaite m'adresser à tous mes concitoyens suisses. Vous avez la possibilité d'accomplir votre service militaire obligatoire au Centre de compétences espace. Diverses fonctions passionnantes sont disponibles pour tous les backgrounds. Analyste de la situation espace, opération spatiale, développement logiciel, sécurité informatique, création d'outils d'analyse et exploitation des stations au sol. Aucune formation ou diplôme n'est requis pour postuler. Que vous sortiez d'apprentissage ou que vous ayez une expertise dans la physique, l'ingénierie, le droit ou les relations internationales, votre contribution sera une pierre à l'édifice, appréciée à sa juste valeur. Je vous encourage donc à mêler service et passion avec nous dans une atmosphère unique de discipline, d'indépendance, de créativité et de persévérance. Pour en savoir plus, écrivez à l'adresse email en description contact@helveti.space afin d'être orienté sur la procédure à suivre. Notre thème de la semaine donc, c'est la guerre de la navigation qu'on appelle, en cours la Navoir, un sujet qui a beaucoup été abordé ces derniers jours. C'est donc, un type de guerre qui fait partie de la guerre électronique et le but est de protéger et de contrôler et ou de perturber, voire détruire les capacités de navigation, que ce soit les nôtres pour les protéger ou celles de l'adversaire pour les détruire. Donc de quoi s'agit-il? Mais d'abord, pourquoi on en parle, Eric? Eh bien, on en parle tout simplement parce que, la Navoir, ben, est très présente dans le conflit, iranien. Alors, la navigation, c'est un sujet qui est très large, qui est utilisé à la fois pour les navires, civils, pour l'aviation et bien sûr pour tout ce qui est militaire. Alors, en termes de militaire, beaucoup de munitions et en particulier les bombes et les missiles sont guidés par GPS et par, en général plusieurs moyens de navigation et si le GPS n'est pas précis, eh bien, la bombe et la frappe n'est pas précise et donc pourrait être inutile. Alors toutes ces munitions coûtent très très cher, elles doivent faire but pour pouvoir à la fois montrer sa capacité à neutraliser l'ennemi, mais aussi elles doivent faire but pour atteindre ses objectifs. Alors c'est la navigation, la navoir est utilisée pour se protéger, hein. Elle utilise des brouilleurs et en particulier l'Iran utilise beaucoup de brouilleurs. C'est ce qu'on appelle une stratégie du faible fort, mais comment ça protège exactement? Alors, on va faire un tout petit paragraphe technique, même si je pense que le GNSS, la navigation basée sur le spatial, nécessite un épisode en soi. Le GPS, ce terme qu'on connaît tous, hein, le Global Positioning System, c'est donc la constellation, des États-Unis d'Amérique pour faire de la navigation depuis l'espace, donc avec des satellites qui se trouvent à 20 000 kilomètres d'altitude. Un système qui marche très bien puisque nous-mêmes on l'utilise tous les jours et donc après les États-Unis d'Amérique, évidemment plein d'autres pays ont voulu la même chose. Il y a eu la Russie avec GLONASS, la Chine avec Baidu et l'Europe avec Galileo, qui sont donc toutes des constellations à des altitudes similaires dans l'espace. À noter aussi que l'Inde et le Japon ont des systèmes très similaires mais dont la couverture est locale et non pas globale.
Donc on a toutes ces constellations avec leurs noms différents et quand vous entendez GNSS, hein, qui signifie Global Navigation Satellite System, c'est donc le terme général pour décrire toutes ces constellations. Et des fois, il y a quelques abus de langage, on dit GPS à la place de GNSS, alors que GPS se réfère en réalité à la constellation américaine. Vulgairement, comment ça fonctionne? Les satellites GNSS envoient tout le temps des signaux en direction de la Terre avec leur position et le temps. Hein, d'où l'acronyme que vous entendez des fois, PNT, Positioning, Navigation and Timing. Il y a cette notion de timing parce que le temps est crucial pour être capable de se localiser en utilisant ces signaux GNSS. Donc, n'importe quel récepteur qui est sur Terre reçoit en tout temps, évidemment, ce n'est pas caché dans un bâtiment ou obstrué par quelque chose, si on a le ciel qui est clair, eh bien, reçoit tout le temps les signaux de ces satellites GNSS qui sont très loin. Le temps de vol du signal, eh bien, traduit la distance au satellite, puisque le signal se déplace à la vitesse de la lumière. Et si nous savons à quel moment il a été émis par le satellite et à quel moment nous l'avons reçu, nous savons combien de temps ce signal a volé et donc à quelle distance nous nous trouvons de ce satellite. Comme dans les signaux de ces satellites, la position, leur propre position est indiquée, eh bien, nous pouvons, s'il y a 3 satellites, faire de la trilatération pour nous localiser sur la surface de la Terre. Avec une petite subtilité quand même, c'est que si le satellite émet un temps très précis, puisqu'il est équipé d'horloge atomique à cet effet, eh bien, notre récepteur, par exemple notre téléphone, a une horloge qui est vraiment mauvaise comparée à ces horloges atomiques. Et eh bien, il y a quelques millisecondes d'écart en termes d'erreur entre l'horloge atomique qui a un très bon temps et l'horloge au téléphone, en sachant que pour nous, êtres humains, les millisecondes, c'est absolument rien, eh bien, on a des kilomètres d'erreur, quelque chose qu'on ne peut pas se permettre. Donc, l'astuce pour régler ça, c'est de considérer que l'erreur entre l'horloge du téléphone et les horloges atomiques très précises sont une autre variable, et donc une autre variable que l'on peut résoudre en écoutant un quatrième satellite. D'où le fait qu'il faille 4 et non pas 3 satellites pour être capable de se localiser avec précision grâce au système GNSS. Et donc, n'importe qui peut se localiser n'importe où sur Terre dès qu'il voit 4 satellites. Ces satellites étant très loin, le signal qu'on reçoit est très faible à la surface de la Terre et donc il est très facile de les brouiller, c'est-à-dire d'envoyer du bruit artificiel sur la même bande que ces signaux et donc empêcher n'importe qui dans les environs d'utiliser ces signaux. Et donc évidemment que si une munition guidée se rapproche de vous, mais que vous avez brouillé tout le secteur, et bien tout d'un coup, la munition ne sera plus où elle est et elle va être moins précise puisqu'elle a évidemment des gyroscopes et des accéléromètres pour continuer à estimer sa position, grâce à cette petite centrale inertielle, mais c'est à l'aveugle. Donc en intégrant, en faisant la somme de ses déplacements au cours du temps, elle essaie d'estimer où est-ce qu'elle se trouve. Mais quand on fait comme ça, l'erreur augmente chaque seconde et on a besoin de se recaler régulièrement grâce aux signaux, mais s'il n'y a plus les signaux, on ne peut plus se recaler. Eric, donc, ce GNSS, ça va aussi bien plus loin que juste les munitions guidées. Oui, bien sûr. Alors déjà, nous, on en a besoin pour notre quotidien et notre économie, mais c'est aussi valable pour les militaires et pas juste, effectivement, pour les munitions. Les militaires eux-mêmes en ont sur eux avec les téléphones, les objets connectés. On en a dans nos montres, on en a même peut-être pour certains dans nos lunettes. Donc, toutes les troupes au sol utilisent aujourd'hui largement le GNSS pour les soldats eux-mêmes, mais aussi pour leur matériel. Et c'est d'ailleurs un élément très important, du conflit iranien aujourd'hui, mais il faut se souvenir que, le GNSS, il était apparu pour les militaires, lors de la première guerre du Golfe en 1991 et il faut penser, à la découverte, de ce GPS à l'époque. Lors de l'offensive américaine, on avait vu des commandants de chars, irakiens qui, eux, avaient encore les cartes papier et les liaisons par données radio et qui avaient en face d'eux des régiments qui, manœuvraient uniquement avec la base de données satellitaires. Donc c'est vraiment, d'entrer dans une autre dimension de conflit. Alors aujourd'hui, la situation elle est un petit peu inversée parce que tout l'objectif, du faible au fort, c'est de nier l'accès à la navigation de l'adversaire et ça devient un avantage clé parce que quand on peut supprimer les capacités GPS de son adversaire, on prend l'avantage sur lui. Oui, c'est vrai que
les signaux GNSS sont devenus tellement omniprésents, tellement normaux qu'en fait quasiment tous nos systèmes et nos capacités sont basés dessus. Donc dès le moment où ça marche plus, on est quand même surpris. Alors évidemment, les militaires ont des systèmes redondants, mais il y a quand même un gros avantage à faire du déni d'accès à ce genre de capacité. On a parlé du brouillage qu'on appelle en anglais le jamming, qui empêche de recevoir le signal à n'importe qui dans les environs, mais il y a aussi des techniques de déception, qu'on appelle le spoofing. Il s'agit là de substituer son propre signal plus puissant pour que l'adversaire reçoive ce signal au lieu du vrai et à une position fausse. Alors, c'est quand même quelque chose, il faut un certain background technique pour le faire. Mais si vous voulez, chaque satellite, pour s'identifier, module ces signaux avec un certain code. Des codes qui sont ouverts et connus de tous pour pouvoir évidemment recevoir les signaux, les démoduler et se localiser. Et donc n'importe qui a les compétences pour ce faire peut les reproduire et donc avec un spoofer dans ses environs, faire croire à quelqu'un qu'il est pas au bon endroit. Alors, évidemment, on peut le faire croire qu'il est à l'autre bout du monde, mais ça, ce serait un petit peu évident, mais décaler doucement la position, faire des changements légers pour que le système de l'adversaire fonctionne mal sans qu'il s'en aperçoive, c'est un peu tout le but de la chose. Un truc très important aussi à considérer, c'est que ces codes qui sont ouverts sont les codes sur les bandes civiles, mais qu'il existe évidemment, dans le GPS, mais aussi, par exemple dans Galileo et dans les autres constellations, des codes militaires. Ce sont des codes qui sont secrets, et donc on ne peut pas se caler sur ces signaux puisqu'on ne les connaît pas, et quand bien même on les connaîtra, les données qui y sont transmises sont cryptées. Et donc les codes, les bandes militaires résistent au spoofing, hein, à la déception, puisque si personne ne connaît ces codes et ne peut encrypter les données de la même sorte, eh bien personne ne peut reproduire ces signaux. Par contre, évidemment, ça reste un signal électromagnétique et ils sont toujours sujets au brouillage. Donc si on a un brouilleur suffisamment puissant, on peut aussi empêcher le brouillage des militaires. On va finalement revenir sur, le sujet abordé la semaine dernière, on a parlé de narratif. Eh bien, le GNSS, là aussi, peut avoir une certaine «utilité» entre grosses guillemets. Oui, la guerre de la navigation, ça impacte aussi le narratif, de la guerre en général et on a eu, l'exemple, cette semaine en particulier avec, le malheureux bombardement de cette, école de filles en Iran. Alors immédiatement, l'Iran a accusé, les USA, l'Israël a également dit que ça n'était pas eux les responsables et les USA ont lancé une enquête mais reste floue, en tout cas à cette heure-ci, en disant qu'ils ne sont pas encore officiellement, les responsables de cette frappe. Mais il y a eu un article de CNN en début de semaine qui dit que les coordonnées utilisées étaient en réalité périmées. Donc il s'agit de coordonnées GPS, qui montrent que en réalité, cette école, elle faisait partie d'un ancien, camp des gardiens de la révolution iranien, jusqu'en 2016 et donc ces coordonnées périmées, pourraient expliquer, en tout cas en partie, l'erreur de frappe ou alors est-ce une erreur de frappe? Est-ce une frappe mal coordonnée? En tout cas, c'est un narratif qui est aujourd'hui, très, très présent, pour contourner les accusations. Est-ce qu'on peut dire qu'une erreur de GNSS est une erreur de guerre? Est-ce qu'on peut dire que c'est une erreur humaine? Eh bien, l'enquête nous le dira, heureusement, enfin, en tout cas, on espère que l'enquête nous le dira et que chacun pourra reconnaître, ses erreurs dans le conflit. Ouais, c'est un funeste événement dont je pense tout le monde a entendu parler, et donc en effet, il n'est pas impossible, hein, à la fin que le narratif soit orienté vers une erreur de GNSS, quand bien même ça pourrait cacher une erreur humaine très grave. Donc, comme toujours, restez, avec l'esprit aiguisé, et il est vrai que de telles nouvelles peuvent générer des émotions, malgré les émotions difficiles que l'on peut ressentir à ces moments-là, ne sautons pas sur des conclusions. C'est la fin de cet épisode. Merci Eric, et puis je vous souhaite tout de bon et à la semaine prochaine. Merci à tous.